Bienvenue dans le débat de France 24. Ce devait être Santiago. Les manifestations qui secouent depuis bientôt 2 mois la capitale chilienne en ont décidé autrement. C'est finalement Madrid qui accueille à partir d'aujourd'hui et pour 15 jours la conférence mondiale sur le climat. Si preuve est faite qu'on peut changer avec succès le lieu d'un sommet, on ne peut malheureusement pas changer d'époque et rattraper le temps perdu depuis Stockholm, Rio ou même Paris. Il y a 4 ans seulement, une éternité quand on voit la succession d'alertes lancées ces dernières semaines par la communauté scientifique, les prévisions catastrophiques à défaut d'être catastrophiste, et alors même que l'on voit sous nos yeux l'addition des phénomènes extrêmes, des feux de forêt en Amazonie, en Australie ou dans l'Arctique, aux inondations en Inde, en République démocratique du Congo, ou ici même en Europe, dans le sud de la France ou à Venise. À force d'attendre, le monde a pris du retard. Conclusion, aujourd'hui, le temps nous manque. Faut-il s'alarmer pour agir enfin ? Ou au contraire se garder du désespoir pour recouvrer foi dans l'action? On en débat avec, à mes côtés, Marina Bertsch, spécialiste de l'environnement, ici même à France 24, avec également Clémence Dubois, porte-parole France de l'ONG 360.org, et avec Sébastien... 350.org, et avec Sébastien Treillard, directeur général de l'Institut de développement durable et des relations internationales, l'IDRI. Merci à vous trois d'avoir accepté de débattre. On va d'abord revenir sur ce qui va faire finalement le cœur de ces discussions à l'occasion donc de cette COP à Madrid en images. Organiser le sommet en 4 semaines après l'abandon du Chili, Madrid a relevé le défi. Mais un tout autre exploit attend aujourd'hui les 196 pays réunis pour la COP 25. Antonio Guterres a lancé le sommet avec un mot d'ordre, l'urgence. À la fin de cette décennie, nous serons sur l'un de ces 2 chemins. L'un des chemins est celui de la capitulation, celui où nous avons glissé vers le point de non-retour, celui qui met en danger la santé et la sécurité de tous sur cette planète. L'autre chemin est celui de l'espoir, un chemin de détermination, de développement durable. 12 jours de discussion avec des enjeux déjà connus, les règles du marché carbone d'abord, un système grâce auquel les pays peuvent échanger des droits à polluer. Autre attente, les pays signataires de l'accord sont appelés à revoir leurs objectifs à la hausse. Cela passe en France, par exemple, par la décision que nous avons prise et qui sera effective en 2022 de fermer l'ensemble des centrales à charbon. Car les États sont loin du compte, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté d'1,5% cette année, malgré les engagements de l'accord de Paris. La Chine bat des records et l'Inde et le Japon ont déjà annoncé ne pas vouloir augmenter leurs objectifs. Mais cette COP risque aussi de souffrir du contexte géopolitique. Les États-Unis ont enclenché leur sortie de l'accord. Jair Bolsonaro, le président du Brésil, ne cache pas ses opinions climato-sceptiques. Tous sont en tout cas sous pression de la rue. Jamais les marches pour le climat n'ont réuni autant de personnes. Et on vient de le voir, hein, le programme est ambitieux. Clémence Dubois, est-ce qu'elle va servir à quelque chose, cette COP 25 ? On voit, hein, l'idée, c'est quand même qu'un certain nombre de pays décident de remonter l'ambition qui avait été prise à Paris. Déjà, je crois qu'on n'a pas le luxe de se demander s'il y a des COP qui servent à quelque chose. On est à 1 jour près face à l'urgence climatique. En revanche, il y a une chose qui est certaine, c'est que les pays continuent en fait d'aller main dans la main avec l'industrie fossile. C'est le lobby fossile qui bloque depuis des dizaines d'années l'action climatique. Or, je note que la COP 25 en Espagne est sponsorisée à nouveau par un des plus gros pollueurs producteurs de charbon et de gaz. Donc, mettre à la table des négociations et inviter à la table des négociations les responsables historiques et actuels du dérèglement climatique, on ne voit pas très bien comment on pourrait aller dans une meilleure direction. Sébastien Treillard, une COP du lobby charbon ? Je pense que je ne vais pas nier ce que vient de dire Clémence, mais il me semble aussi important de voir que l'Espagne qui accueille, c'est aussi une Espagne qui a essayé de sortir du charbon avec un accord qui a été passé avec des régions dépendantes du charbon pour essayer de faire une transition juste. Et donc, on est vraiment au milieu du gué où il faut à la fois pointer tout ce qui ne va pas dans un certain nombre de pays. On l'avait déjà dit en Pologne, lors de la précédente, justement, le poids du lobby charbonnier. Tout à fait. Moi, ce que je note, c'est qu'en Pologne, on n'avait pas exactement pris les mêmes engagements et que le gouvernement espagnol réussit à sortir certaines régions du charbon avec des engagements qui montrent
une voie intéressante à observer. C'est pas pour décerner un satisfecit à l'Espagne, c'est pour dire qu'il y a là des éléments qui permettent quand même de montrer qu'on peut sortir d'une dépendance au charbon des régions où on peut passer des accords avec les syndicats de la région pour aller vers une meilleure ambition. Donc moi, ce que je voulais juste dire, c'est qu'il faut à la fois être intransigeant pour montrer tout ce qui ne va pas avec la montée du charbon en Chine, par exemple, et aussi regarder les signaux faibles de qu'est-ce qui bouge et avec quels acteurs on peut jouer dans ces pays-là pour pouvoir essayer de faire basculer les équilibres politiques dans ces pays. Marina Bertsch, en gros, ça va être quoi? Ça va être un forum dans lequel on va pouvoir peut-être essayer de bâtir des majorités sur certains projets, où l'idée, c'est vraiment d'arriver à se mettre tous ensemble, tous d'accord. On sait que 68 pays se sont engagés pour l'instant à revoir à la hausse leur engagement. On pourrait trouver que c'est déjà beaucoup, parce que après les accords de Paris, tout le monde était très satisfait finalement. Là, un certain nombre sont prêts à aller plus loin. C'est quand même plutôt positif. C'est près de la moitié des États de la planète, enfin un peu moins un tiers des États de la planète. Et pourtant, on nous dit... c'est très insuffisant. Alors c'est le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, comme toujours. Vous parliez de ces 68 pays qui ont annoncé qu'ils vont faire mieux. En réalité, ces 68 pays, ça fait 8% des émissions de gaz à effet de serre de la planète. Et il n'y a aucun pays du G20 dans cette liste. Donc très clairement, cette COP, elle doit servir de rampe de lancement pour forcer les pays, et c'est très difficile, on le voit toujours dans l'action climatique, de forcer les pays à promettre mieux que ce qu'ils ont fait à Paris. Pour l'instant, on est très loin du compte. On est sur une trajectoire à 3,2 degrés, alors qu'on a vu dans votre journal, on est à 1,1 degré de réchauffement en ce moment avec toutes les catastrophes que l'on voit. Alors, ce que je trouve intéressant dans cette COP... C'est-à-dire qu'on a fait déjà, en gros, les 2 tiers du chemin jusqu'à 1,5, quoi. Oui, et on voit les conséquences aujourd'hui. Donc, effectivement, très clairement, ça n'est plus aujourd'hui une opinion que de dire qu'il y a urgence. C'est un fait scientifique. Alors, on dit toujours, ces COP-là, finalement, à quoi elles servent, parce qu'on a aujourd'hui de multiples réunions climat tout au long de l'année. Il y a de multiples organisations, des choses qui se passent. En réalité, ces COP-là, je pense qu'il faut plutôt les voir. Si on pouvait comparer ça à... des examens, par exemple, eh bien, une COP, il faudrait plutôt voir ça, les négociations climatiques, comme un examen de contrôle continu, plutôt que de voir ces COP comme un contrôle, un galop d'essai où il faudrait un résultat net et précis écrit sur une feuille à la fin de 15 jours de négociations. La réalité des négociations climatiques, c'est pas du tout celle-là. C'est des mois de négociations absolument permanentes. Très clairement, elles doivent s'accélérer, elles doivent aller plus vite. Il faut des résultats, mais c'est pas au bout de 15 jours de COP qu'il faut attendre quoi que ce soit. Clémence Dubois, c'est une piqûre de rappel dans laquelle finalement chacun peut jauger aussi de ce que font les autres, de ce que font ses pairs. C'est nécessaire, non? En tout cas, les principaux à juger l'action, enfin ce qui va ressortir de la COP25, c'est avant tout tous les jeunes qu'on voit dans la rue. En septembre, il y a eu la plus grande mobilisation coordonnée au monde, avec 7,6 millions de jeunes à travers le monde qui exigent l'action climatique. Et cette COP s'appelle Time for Action. Or, aujourd'hui, on sait très bien ce que veut dire l'action climatique. Ça veut dire s'attaquer à la racine du problème, c'est-à-dire laisser les énergies fossiles dans le sol, que ce soit le pétrole, le gaz ou le charbon. Pour ce qui est du gaz, aujourd'hui, on a un véritable entrisme de la part de l'industrie fossile pour essayer de faire passer ça comme une solution. Mais il y a un rapport qui a été très important, qui est sorti il y a moins de 2 semaines, des Nations Unies, qui explique qu'en 2030, on est en passe de produire 120% plus de combustible fossile qu'il est nécessaire pour respecter 1,5 degré. Et là, on parlait de ce que ça représente, 1,5 degré, parce que parfois, à ces COP, on additionne les chiffres et puis on ne sait plus exactement ce que ça veut dire. 1,5 degré, quand ça a été adopté comme objectif de l'accord de Paris, comme principe, c'était 1,5 degré pour rester en vie. Et voici ce que ça signifie aujourd'hui. C'est pour ça que je dis on n'a pas le luxe de perdre encore une opportunité. C'est que 1,5 degré aujourd'hui, ça tient du miracle. Hein. Comment ? 1,5 degré aujourd'hui, ça tient du miracle si on arrive à respecter 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Hein. Alors, ce qui tiendrait du miracle, c'est de réussir à continuer à vivre dans un monde à plus 4, plus 5 degrés, ce qui est aujourd'hui la contribution des États dans ces négociations climatiques, et également le scénario climat sur lequel se base par exemple Total pour développer ces nouveaux plans.
On va en parler. Sébastien Treillière, Clémence Dubois nous dit à l'instant, cette COP, en fait, elle sert de prétexte à l'industrie des énergies carbonées pour essayer de nous vendre du gaz naturel, là où précédemment c'était le pétrole, en gros, sous couvert d'une énergie propre, ce qui ne serait pas le cas. Il y a cette question plus généralement des droits à polluer, parce que est-ce que dans droit à polluer, il y a polluer? Est-ce que c'est pas simplement s'autoriser à continuer à polluer, alors qu'on voit bien aujourd'hui déjà les effets et le fait qu'on ne peut pas soutenir ce niveau-là? Pour moi, cette COP, ce que j'en espère en tout cas, c'est que les pays et les grands pays dont on parlait tout à l'heure, ceux qu'on ne voit pas aujourd'hui sortir du bois, je parle de l'Union européenne dont on fait partie, de l'Inde, de la Chine, qui s'engagent sur des diminutions absolues de leurs émissions de gaz à effet de serre. Et pas, comme le faisait un certain nombre de pays précédemment, en disant on va diminuer la quantité de gaz à effet de serre par personne ou par taux de PIB. Et donc c'est pas, justement, il ne s'agit pas de substituer une autre énergie et de faire semblant. Il s'agit de voir dans quelle mesure on arrive à vraiment réduire les émissions. Comment on régule après? Est-ce que ce marché des droits à polluer, c'est une bonne idée d'après vous? Permettre finalement au marché de créer des incitations, enfin créer des incitations via le marché plutôt qu'interdire purement et simplement? Je pense que, en fait, il faut être très précis sur cette histoire de marché carbone. Il y a celui qui existe dans l'Union européenne, le système d'émission, de permis d'émission, qui s'appelle Emission Trading Scheme en anglais, pardon. Et dans lesquels les gros pollueurs achètent à d'autres des permis. S'il est bien géré, l'idée c'est qu'on réduit la quantité de droits à polluer d'année en année pour obliger le système à diminuer la totalité en Europe de ce qui peut être émis. Et en même temps, on permet à ceux qui sont plus efficaces de le faire plus que ceux qui sont moins efficaces. Donc dans l'ensemble, moi j'ai pas envie de critiquer ce système. Ça marche mieux qu'une taxe carbone, ça? Ça me paraît plus. À vrai dire, c'est à peu près équivalent. Il y a des questions d'acceptabilité, de manière dont on peut rentrer dans l'économie, mais il ne me semble pas que ça sert à quelque chose d'opposer la taxe carbone ou le marché de permis, parce qu'en fait, c'est à peu près la même chose vécue par les entreprises. Et en termes d'efficacité, je ne pense pas que ça soit vraiment la grande question. Marina Bertschy, oui. Je voudrais juste souligner qu'à l'échelle internationale, ce que vous évoquiez dans le reportage, c'est la question de se dire, à l'échelle des grandes régions du monde, on a plusieurs marchés carbone qui sont chacun dans sa région. Et là, on essaye de voir dans quelle mesure on pourrait échanger entre ces marchés. Et là, je pense qu'il faut être très vigilant pour éviter le double comptage. C'est tout l'enjeu parce qu'on est en économie ouverte et effectivement imposer une taxe là où d'autres se contentent de permis de droit à polluer, c'est évidemment pénaliser les entreprises locales. Il faut trouver un système unique. On en parle depuis des années. Est-ce qu'on sent une convergence se faire sur ce système ou pas? Alors là, très clairement, on parle de ce qu'on appelle ici l'article 6 et c'est ça qui va occuper les négociateurs pendant cette quinzaine. Et je peux vous dire qu'il y a de sacrés points d'achoppement et qu'on est très loin d'y arriver, tout simplement parce que vous en parliez à l'instant, ce système ne peut que fonctionner si les règles sont les mêmes pour tout le monde, si elles sont justes et si notamment il ne peut pas, par exemple, y avoir des permis de compenser d'un côté, de polluer de l'autre, etc. Il faut que ça soit contrôlé, il faut que ça soit transparent, il faut que ça soit juste. Et ça veut dire qu'on fait un régulateur unique à l'échelle de la planète? Dans l'idée, cet article 6, c'est bien cette idée-là, c'est d'uniformiser cette histoire de marché carbone pour que ça fonctionne et que ça permette très clairement de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pour l'instant, les pays sont loin d'être d'accord sur la question et c'est ça qui va poser problème pendant cette quinzaine. Clémence Dubois, on a essayé la taxe en France, par exemple. On a vu le déclenchement du mouvement des Gilets jaunes. On se souvient la difficulté que ça a été de mettre en place une taxe sur les billets d'avion et qui encore n'est pas reprise par beaucoup de régions dans la planète. Vous y croyez, vous, à la possibilité de taxer plutôt que de permettre d'échanger des droits? Alors déjà, vous citez deux exemples qui sont différents. Pour ce qui est des mobilisations des Gilets jaunes, elles sont nées d'un constat qui est celui de dire qui doit payer la transition. Eh bien, c'est peut-être injuste que ce soit ceux qui sont le plus en difficulté à l'heure actuelle qui en payent le prix le plus fort, alors que les plus gros pollueurs, aujourd'hui, ne sont pas mis à contribution. Pour autant, faut-il exonérer ceux qui roulent, et a fortiori au diesel, de payer une taxe lorsqu'on est écologiste? Faut-il exonérer Total de payer les dégâts que subissent aujourd'hui la France et le reste du monde des dérèglements climatiques? Faut-il exonérer Total de contribuer justement à cette transition en ne payant pas d'impôts? Je voudrais quand même revenir à votre autre exemple qui est celui de l'aviation. En revanche, l'aviation, c'est un exemple typique d'une industrie qui bloque tout processus pour son propre bénéfice. Pour ce qui est du marché des carbone, je trouve très important de prendre un pas de recul.
Aujourd'hui, la COP se passe en Espagne et non pas au Chili à cause de protestations immenses qui exigeaient la dignité et le respect des droits humains. Or, le système extractivisme, ne l'oublions pas, repose sur le néocolonialisme, la violence au prix du sang des plus faibles. Et quand j'entends le marché des droits à polluer, je trouve ça extrêmement violent. Existe-t-il un droit à polluer ? Moi, j'ai le droit d'aller polluer donc au Congo, en Afrique, en Asie du Sud-Est, qui paye aujourd'hui le pire prix des conséquences du dérèglement climatique. Et le problème du marché... Oui, n'est-ce pas hypocrite à l'inverse de faire comme si beaucoup ne polluaient pas ou ne se donnaient pas la liberté aujourd'hui de polluer. Vous voyez, il faut bien aussi à un moment trouver un moyen de réguler. Oui, absolument, il faut réguler. Et c'est pour ça que le marché, pour le moment, est au moins aveugle à la justice sociale. Au pire, on parle de la neutralité du marché, mais la neutralité du marché, pour le moment, va en faveur du CO2 et du système qu'on essaie de changer. Donc, on voit bien comment, par exemple, l'industrie fossile a été une des premières à dire que le marché carbone était une solution pour faire du lobbying et s'assurer que le prix de la tonne de carbone soit tellement bas que, de toute façon, ils puissent continuer à faire ce qu'ils veulent. Ce qu'il faut lors de cette COP, c'est d'ores et déjà être prêt à mettre de l'argent sur la table plutôt que des pensées à tous ces pays qui payent le prix le plus fort et un plan pour sortir des énergies fossiles, donc geler les nouveaux projets. Justement, la question des moyens, Sébastien Treillère, ça fait longtemps qu'on le sait, les pays du Sud réclament des moyens au Nord pour pouvoir eux-mêmes à la fois atténuer les effets, mais surtout parce qu'ils ne produisent pas tellement de CO2, ils n'émettent pas tellement de gaz à effet de serre, mais surtout s'adapter au monde qui vient. On en est où là aussi ? Alors sur la question du financement, il y avait 2 ordres de grandeur importants. Le premier, c'est qu'effectivement, il y a besoin de financement public, de l'aide publique au développement, d'une certaine manière, pour aider les pays à la fois à s'adapter, comme vous le dites, et puis aussi à accéder tout de suite à des technologies qui soient ce qu'on appelle le leapfrogging, c'est-à-dire des technologies qui soient vertes plutôt que d'utiliser des technologies marron pour la production de l'énergie, par exemple. Et là-dessus, un des signaux qui a été quand même vraiment important, c'est que malgré la sortie américaine du Fonds vert sur le climat, je parle là pas de l'accord de Paris, mais du Fonds vert sur le climat, un certain nombre de pays donateurs, comme notamment européens, ont doublé leur contribution. Et donc, au moins, on ne s'est pas ridiculisé sur ce volet-là, qui est important. Par ailleurs, sur la question du financement que vous évoquez, il y a aussi l'idée qu'il s'agit de mobiliser de la finance publique, mais aussi de voir comment est-ce qu'on peut réorienter les investissements du secteur financier qui sont aujourd'hui dirigés vers des industries de l'énergie fossile pour que ça soit orienté vers des énergies qui soient de l'efficacité énergétique et des énergies qui soient renouvelables. Et là, je dois dire qu'on est dans une discussion qui n'est pas tout à fait évidente pour savoir si on est à la hauteur de ces changements. Il y a beaucoup d'engagements dans le secteur financier, mais je pense qu'il faut encore faire la preuve qu'on réoriente de la bonne manière. On va continuer d'en parler dans un instant, parce qu'on arrive déjà au terme de ce débat, mais je redonnerai la parole à Marina Bertsch dans un instant. Restez avec nous. Et comment mieux lutter contre le réchauffement, c'est l'objectif affiché du moins par cette COP25 qui vient de débuter aujourd'hui à Madrid. Et nous, on continue d'en débattre avec toujours à mes côtés Marina Bertsch de la rédaction de France 24, avec également Clémence Dubois, porte-parole de l'ONG 350.org, je ne vais pas y arriver, Sébastien Treillère, directeur général de l'Institut de développement durable et des relations internationales, l'IDRI. Merci à nouveau à vous trois d'avoir accepté de débattre. Édouard Philippe était bien présent aujourd'hui, même si Emmanuel Macron lui n'a pas fait le déplacement à Madrid. Le Premier ministre qui affirme que la lutte contre le changement climatique est un combat gagnable. Je cite, à côté de la tonalité sombre que nous devons développer, je crois qu'il faut aussi donner des motifs d'espoir à nos concitoyens, car on ne livre jamais aussi bien un combat que lorsqu'on voit la possibilité du succès. Voilà ce qu'a indiqué Édouard Philippe lors d'une table ronde avec des chefs d'État et de gouvernement. Le seul effondrement qui nous menace pour l'instant, c'est celui de nos volontés. Marina Bertsch, est-ce qu'il n'a pas un peu raison finalement, ou tort d'ailleurs, le Premier ministre, c'est selon. Est-ce qu'en gros, on ne risque pas de désespérer les gens à force d'avoir des discours catastrophistes, ou est-ce qu'au contraire, c'est le seul moyen aujourd'hui de mobiliser les énergies ? En tout cas, c'est la stratégie qu'ont choisie à la fois les ONG, la rue et les scientifiques. Pas un seul jour ne passe sans qu'on nous dise à quel degré de réchauffement on est. Et les menaces qui planent sur nos
nos têtes. Alors effectivement, c'est un débat de savoir si finalement, sur la population, ce discours catastrophiste de fin du monde ne peut pas avoir, Clémence ne sera sans doute pas d'accord avec moi, mais un effet contre-productif, que les gens se disent le réchauffement climatique, on ne peut plus en entendre parler, on ne peut plus entendre ce discours de fin du monde. Vous êtes d'accord? Je vais vous donner la parole dans un instant, mais je suis curieux de savoir ce qu'en pense Sébastien Treillat. Vous pensez, vous aussi, que le risque, bien sûr, en étant sur ce discours effondriste, comme diraient certains, ces collapsologues, ceux qui pensent que véritablement l'avenir du monde se joue dans la décennie qui vient, eh bien, on risque de pousser au contraire les gens à faire la politique de l'autruche? Moi, je pense qu'on peut tenir un discours qui dit que c'est dans l'urgent. Enfin, il y a des choses très urgentes à faire et dans la décennie qui vient que se jouent des basculements absolument essentiels. Et en même temps, montrer qu'il y a des choses, qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui ont des solutions sous la main, que c'est pas, en fait, c'est technologiquement, économiquement, socialement à notre portée, et qu'il faut réussir à prendre les bons arbitrages politiques pour le faire. Et donc, je pense que là, on n'est pas en désaccord avec Clémence. C'est pas un problème que ça soit infaisable. Le problème, c'est qu'on fait face à des arbitrages politiques qui sont pas les bons. Et pour moi, l'exemple, et c'est pour ça que j'ai envie de donner beaucoup d'énergie auprès de ce qui va se passer dans l'Union européenne, on peut prendre au mot Madame von der Leyen, notre présidente de la Commission européenne, a fait un discours sur l'objectif neutralité carbone, sur le Green Deal, qui donne l'impression que l'exécutif européen veut faire un arbitrage politique de renversement de nos modèles économiques. Essayons de la prendre au sérieux, de la prendre au mot. Exactement. Clémence Dubois, vous pensez au contraire qu'il faut alerter les gens en leur montrant que le péril est proche, que l'avenir du monde se joue dans les 10 années qui viennent, au risque de passer pour des millénaristes? Alors, déjà, toute cette littérature et tous ces discours s'appuient sur une chose, le consensus scientifique. Je vous recommande de lire le rapport du GIEC sur justement la traduction des conséquences d'un dérèglement climatique à 1, 2, 3, 4, et comme on ne sait pas s'arrêter, ça va encore au-delà. Et ce que ça veut dire... donc on n'est pas sur une croyance et même pas sur des prévisions. Non, et même, je vais vous dire le pire, c'est que les prédictions, enfin les projections scientifiques sont pratiquement toujours en deçà de la réalité. C'est-à-dire que les conséquences auxquelles on fait face aujourd'hui, le taux de dérèglement climatique auquel on fait face aujourd'hui était inenvisageable il y a encore quelques années, moi-même quand j'ai commencé à devenir militante pour le climat. Mais l'effondrement, on dit toujours qu'il est à venir sur nos territoires, à Paris ou à Bruxelles. Mais regardez, on voit des images de Mozambique. Est-ce que l'effondrement n'est pas une réalité? Ou en Californie, où les feux ravagent hiver comme été, les feux de forêt en Arctique, à Delhi, en Inde, ils ont distribué des millions de masques aux enfants qui ne pouvaient plus sortir des écoles. Enfin, pour, j'ai envie de dire, la majorité des gens dans le monde, l'effondrement est une réalité. La planète est déjà devenue inhabitable, pour beaucoup. Pour beaucoup, la planète a été détruite. Elle a été détruite par qui? Il faut nommer les responsables. Et c'est pour ça que, moi, je voudrais dire une chose de plus. Ce que je vois dans la rue, ce que je vois autour de moi, c'est certes, il y a une désespoir, mais très vite, le désespoir se transforme en colère. Et cette colère, elle n'est pas arrêtable. Parce que quand vous avez des enfants qui n'ont parfois même pas 10 ans, qui entendent à la télé ou ailleurs des questions du type « Est-il trop tard ?» Comment entendre cette question? Est-il trop tard alors qu'ils commencent leur vie et qu'ils voient que les personnes au pouvoir devraient déjà être à la retraite? Est-ce qu'il est trop tard pour eux? Et cette colère, elle se transforme de manière stratégique. Ils vont faire pression sur les décideurs, que ce soit les parlementaires, que ce soit les présidents, que ce soit à l'Union européenne, mais aussi tous ceux qui nourrissent la crise climatique, comme les banques, les assurances, tout le secteur financier. Parce qu'on sait très bien qu'il y a... aujourd'hui, des pompiers pyromanes, on va parler beaucoup de finances. Alors, par exemple, la France annonce 24 millions de plus pour la biodiversité. Combien de milliards sont donnés au projet d'infrastructures fossiles? Et donc, les banques participent au réchauffement, c'est ce qu'indiquait la semaine dernière. C'est même pire que ça, c'est pas qu'elles participent, c'est qu'elles sont complices et qu'elles permettent à ces projets d'exister. Un chiffre. Ouais. Aujourd'hui, les émissions de CO2 en tonnes de la France, c'est 445. Les émissions des 4 plus grosses banques françaises, Société Générale, BNP, Crédit Agricole, BPCE, c'est 2035. Donc c'est pratiquement 6 fois plus.
Donc il faut aussi taper là où il y a des vrais responsables et nommer les responsables et les tenir responsables. C'est pour ça que la désobéissance civile se multiplie comme moyen d'action, y compris chez les jeunes, puisqu'ils savent que à l'heure actuelle, la classe politique n'a toujours pas pris le parti de l'intérêt général en refusant de mettre les mains dans le cambouis finalement et donc de s'attaquer à des entreprises comme Total ou aux banques. Marina Bertsch, le niveau de 1,5 degré de réchauffement qui avait été présenté à l'issue de l'accord de Paris comme le niveau souhaitable, en sachant bien qu'il y avait un risque qu'on soit au-delà, peut-être aux alentours des 2 degrés, mais en tout cas comme niveau souhaitable 1,5 degré, on sait que c'est le niveau au-delà duquel le réchauffement a déjà des conséquences irréversibles pour la planète. On ne peut pas revenir en arrière. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque que même maintenant, indépendamment des actions humaines, des réactions en chaîne se mettent en place, qui fassent que quand bien même aujourd'hui on modifierait l'activité humaine, des dégâts définitifs sont causés et vont même s'empirer à l'avenir? Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai rencontré un scientifique spécialiste du climat un jour qui m'expliquait ça sous forme d'image et qui me disait imaginez un lavabo comme ça, dans lequel vous remplissez de l'eau. L'eau, c'est le CO2. On continue à remplir. Le problème, c'est qu'on n'en enlève pas. Donc, effectivement, ce CO2 dans l'atmosphère, il est là, il a une action longue durée et il va continuer à avoir son action. Et je peux vous dire qu'on n'est pas prêt à retirer du CO2. Alors, il y a des technologies... Malgré les puits de carbone dont on nous parle, oui. Il y a des technologies qui se développent, de capture du CO2, etc. La réalité des choses, c'est que même si, et là je suis désolée d'être catastrophiste, mais les conséquences, on les voit déjà, même si on réduisait nos émissions. Là, il faudrait réduire, nous dit le rapport de l'ONU de la semaine dernière, qui s'appelle le Emission Gap Report, qui est la différence entre ce qu'on fait et ce qu'il faudrait faire. Il faudrait réduire nos émissions de environ 7 à 8% par an au niveau mondial. Là, alors, on va le voir, on a continué à augmenter. Voilà, là on est à plus 1,5 en moyenne par an sur 10 ans. Donc effectivement, les catastrophes, aujourd'hui, c'est un fait scientifique. C'est ce que disait Clémence tout à l'heure. Ça n'est plus de la théorie. Et effectivement, quand on regarde les journaux aujourd'hui, on voit très bien que les catastrophes s'enchaînent. Et je voudrais revenir sur ce que disait Clémence tout à l'heure, parce que j'ai fait un reportage récemment sur un phénomène qui est nouveau, qui s'appelle l'éco-anxiété. Parce que ces catastrophes que vous décrivez, eh bien, chez certains, chez de plus en plus de monde, ça provoque de l'angoisse, de l'anxiété, et c'est même aujourd'hui cette éco-anxiété, un nouveau terme qu'utilisent les psychologues qui se mettent en réseau dans le monde pour essayer de voir comment faire pour apporter du soutien aux gens. Et bien souvent, eh bien, la réponse, c'est l'action, et c'est l'action militante. Justement, cette éco-anxiété, elle provoque quoi? Un repli, le refus de voir, ou au contraire, une hyper-conscience finalement de ce qui se passe et l'envie de s'engager? Eh bien, ça dépend des gens. Inhibition réalité, ou action? Ce que nous disait, ce que me disait le psychologue que j'ai rencontré, c'est qu'il y a vraiment deux réactions face à ces catastrophes qu'on voit là. Soit il y a l'action qui permet de rentrer en réseau avec d'autres gens qui sont dans la même situation que vous, dans la même inquiétude, voire dans la même angoisse que vous, et de se dire, bon ben voilà, comme un colibri avec mon petit bec, je vais essayer, en m'agglomérant avec les autres, d'éteindre cet incendie. Ça, c'est la première réaction. Il y a de plus en plus de gens qui militent, il y a de plus en plus de gens qui s'engagent. Et puis, il y a la deuxième réaction qui est celle du déni. Il y a beaucoup de gens, effectivement, qui sont aussi dans ce déni-là, qui disent mais non, de toute façon, la Terre, c'est toujours réchauffée. Ils sont saisis de vertige, finalement, en voyant les effets de leur propre action. Voilà, exactement. Et pour qui eh bien, mettre la tête sous l'oreiller, c'est bien plus simple. Alors après, chacun réagit comme il peut face à ce dérèglement climatique, mais effectivement, il y a les deux situations. Sébastien Treyer, on voit effectivement qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est ce que dit le programme des Nations Unies pour l'environnement, il faudrait, pour compenser les effets de la hausse récente, que les émissions de gaz à effet de serre diminuent de près de 8%, 7,6% par an, comme vient de le dire d'ailleurs Marina, tout au long de la décennie prochaine. D'abord, est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible, mais ça suppose de faire des arbitrages politiques, comme je disais tout à l'heure, qui soient complètement différents de ceux qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et il y a un certain nombre de... Ça s'appelle la décroissance, ça? Non, ça pour mettre un mot, pour voir concrètement de quoi on parle. Est-ce qu'on s'en remet totalement à la science, ou bien est-ce qu'on décide vraiment de changer de modèle économique, d'être sur davantage de sobriété, mais ce qui veut dire aussi des privations? Il faut quand même l'accepter, le mettre dans l'esprit des gens, ça, non?
Alors, je pense qu'il faut s'en remettre à la science parce qu'elle nous dit ce qui est l'espace vivable, c'est ce que disait Clémence tout à l'heure. En revanche, je ne suis pas sûr que ça veut dire décroissance au sens de décroissance économique à partir du moment où on arrive à se mettre dans à s'appuyer sur les secteurs économiques qui vont dans le bon sens plutôt que ceux qui vont dans le mauvais sens. Je prends l'exemple de la Chine. Il y a tout un tas d'acteurs en Chine qui sont en train de dire l'économie chinoise, elle a plutôt intérêt à être dans l'efficacité énergétique, dans des modèles agricoles qui sont complètement différents. Et donc, il faut essayer de s'appuyer sur ces secteurs-là pour essayer de faire basculer l'économie chinoise du bon côté plutôt que de rester dans une économie dépendante du charbon. Et on a un pays, pour moi, la Chine est un pays qui est sur le point de pouvoir basculer. On n'est pas complètement... il faut essayer d'appuyer les acteurs. Tout en faisant les nouvelles routes de la soie, tout en développant de nouveaux... Les nouvelles routes de la soie, en partie, c'est une partie... nouvelles autoroutes de transport qui vont certainement augmenter là aussi énormément d'acteurs en l'empreinte. Chine qui sont du côté de l'économie décarbonée, qui sont très en colère contre le gouvernement chinois, qui a trouvé les routes de la soie comme un exutoire pour continuer à donner des avantages au secteur des énergies fossiles. Et donc cet équilibre-là, c'est un peu comme quand la France a fait son aventure coloniale, il y avait des tas de secteurs qui disaient il ne faut pas faire ce genre de choses. Et donc les routes de la soie, ce n'est pas un projet qui est si positif, vu de manière si positive par une grande partie des acteurs chinois. Là, le changement, la réduction drastique des émissions sans trop d'efforts, ou en tout cas sans coût, vous y croyez, vous, Clémence Dubois ? Mais déjà, je pense que c'est une question qui peut se poser dans des environnements très privilégiés, puisque pour la plupart du monde, on vit avec moins $1. L'accès à l'eau, l'accès aux terrains cultivables sont réduits à cause justement des conséquences du dérèglement climatique et du développement prédateur du alors justement, économique. pour ceux qui peuvent, pour ces économies, je parle des économies développées, qui ont les moyens aujourd'hui de changer les choses, il faut qu'on s'habitue à l'idée que la vie demain ne sera plus aussi confortable qu'elle l'a été jusqu'à présent ? Moi, tout ce que je souhaite, vous parliez de peur et d'éco-anxiété, tout ce que je souhaite, c'est de pouvoir tenter finir ma vie dans un monde qui est possible, c'est-à-dire hors d'un cadre de chaos et de violence. Donc, si vous me dites aujourd'hui que je n'ai plus le droit d'acheter autant de vêtements que ce qu'on nous vend depuis qu'on est jeune à la publicité, eh bien d'ailleurs je le fais déjà, j'en suis ravie. Si ça peut nous permettre d'avoir un air qui est respirable, parce qu'aujourd'hui, par exemple, à Paris, une étude l'a montré, on perd 2 ans de vie rien qu'en respirant l'air de Paris. Moins de chauffage en hiver ? Mais enfin, on est en train de parler de la fin du monde et on se demande. C'est une question, si on peut porter un non, mais pull. c'est une simple question. Mais c'est pas contre vous, mais en tout cas, pour en référer aux préoccupations des Français, il y a eu une étude qui est sortie. Il faut dire la vérité aux gens. Non mais les gens savent. Et justement, ils savent si bien que il y a eu une étude qui a été conduite, des sondages qui montrent que l'environnement est la préoccupation principale des Français au-delà du pouvoir d'achat et à travers les classes sociales. On dit rarement quelles sont les actions concrètes à mener. Il faut un moment aussi que les gens réalisent d'eux-mêmes quelles sont les actions à mener. Alors justement, on dépolitise le débat depuis des dizaines d'années en nous faisant croire que chaque petit geste compte, qu'il faut fermer le robinet en se lavant les dents et Total va faire jusqu'à une pub dont le slogan est « C'est pas Versailles ici » pour nous encourager à fermer la lumière du couloir pendant que les banques à nouveau injectent des milliards qui pourraient être affectés aux solutions dans le problème, et même chose pour les gouvernements. Les solutions, on les connaît, elles sont déjà en place dans beaucoup de territoires et c'est justement, on va montrer toutes ces initiatives qui se font dans nos pays comme dans le reste du monde. Le problème maintenant, c'est de passer à l'échelle supérieure. Sauf qu'on ne pourra pas passer à l'échelle supérieure tant que nos dirigeants seront emprisonnés dans cette cage mentale. Logique productiviste. Évidemment, productiviste, même disons-le capitaliste, néolibéral, qui au final protège une minorité qu'on appelle l'élite et au détriment de la majorité. Et ça se retrouve à l'intérieur des pays, les 1%, les 99%. Et parfois même à l'intérieur des partis politiques, puisque même à gauche, il y a effectivement un certain nombre de partisans du productivisme et de la croissance économique. Bien sûr, et d'ailleurs, beaucoup ont changé année après année, un peu trop tard, en voyant justement la force politique qui est devenue le mouvement climat, qui est une force politique indépassable, maintenant on le voit à travers le monde. Et donc, à nouveau, je le dis, nous sommes les leaders et ce sont les négociateurs et les dirigeants qui courent derrière nous pour nous rattraper. Marina Bertsch, on évoquait les
pays tout à l'heure, et Sébastien Treillère citait la Chine, par exemple. Voilà un pays qui, effectivement, est à la fois accusé aujourd'hui d'être l'un des principaux pollueurs, mais régulièrement cité en exemple comme un pays qui est leader aussi dans les panneaux solaires. Alors, qu'en est-il concrètement de la Chine et des efforts affichés par la Chine pour réduire ses émissions? Alors très clairement, la Chine a deux visages en ce moment sur la scène climatique. On a eu la Chine, très bonne élève, notamment à la COP 21, très forte dans les panneaux solaires, très forte dans l'éolien, etc. Et puis, on a un autre visage de la Chine qui est celui actuel d'un pays touché par le ralentissement économique et qui relance très clairement son charbon. J'ai un chiffre qui est assez incroyable. La Chine a installé des nouvelles centrales. Eh bien, cette production équivaut à celle de l'Union européenne. 150 gigawatts avec une durée de vie de chaque centrale, imaginez, de 50 à 60 ans, alors que tous les scientifiques disent qu'il faut sortir du charbon. Ça, c'est dans son pays. Et n'oublions pas non plus que la Chine installe aussi des centrales à l'étranger, notamment en Afrique et aussi en Asie. Et puis, ce chiffre aussi, parce qu'on donne toujours la Chine comme effectivement la bonne élève sur les énergies renouvelables. Eh bien, le financement des énergies renouvelables entre 2017 et 2018 est passé de 122 milliards à 88 milliards. Donc, la Chine, très clairement, est en train de retourner sa veste. L'autre gros pollueur, ce sont les États-Unis. Les États-Unis, alors qu'ils sont sortis, bien sûr, de l'accord de Paris, Donald Trump a mis sa menace à exécution. Les Américains sont toujours là. Voilà ce qui est venu rappeler à Madrid la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. Écoutez. Pour les générations futures, c'est une mission, c'est une passion, c'est une approche basée sur des faits scientifiques. Nous sommes ici pour vous dire, au nom de la Chambre des représentants du Congrès américain, que nous sommes toujours là. Nous sommes toujours là. Est-ce le signe, Sébastien Treillère, que le jour où Trump s'en va, l'Amérique est prête à renouer avec ses engagements ? Une partie de l'Amérique est prête. Je voulais juste vous préciser le fait que les États-Unis ne sont pas encore sortis de l'accord de Paris. Ils ont annoncé qu'ils voulaient sortir et que ça se jouera juste après. La sortie sera au moment des élections, de l'élection présidentielle. Et donc, effectivement, moi, je ne peux pas préjuger de qui va être élu l'année prochaine aux États-Unis, mais il y a un ensemble d'acteurs économiques et de collectivités, des États fédérés et des villes qui sont en train de faire les transitions dont on aurait besoin. Qui agissent de bonne foi, parce que on voit ce discours, effectivement, d'une certaine Amérique, la Californie notamment. Et puis à côté, on voit quand même ce que sont les intérêts des États-Unis. On a du mal à imaginer que ce pays renonce à la fracturation hydraulique, à la possibilité demain de sortir du pétrole bon marché et de rompre avec l'indépendance vis-à-vis notamment des pays du Golfe, pour ne citer que cet exemple, ou encore la surconsommation ou l'utilisation massive, quand même, il faut bien le dire, de climatisation sur le territoire américain, qui a évidemment un impact direct sur la consommation d'énergie du ménage américain, qui est largement supérieur à ce qu'on voit partout ailleurs sur la planète. Je pense que vous avez redressé un réquisitoire au sens positif du terme, c'est-à-dire tous les éléments qui font qu'on a du mal à croire que ce pays, avec son modèle de vie, son mode de vie américain, va changer de modèle de développement. Mais il y a quand même un certain nombre d'acteurs qui font de bonne foi des transformations importantes. Une ville comme Pittsburgh, qui était une capitale de région dépendante du charbon, le maire de Pittsburgh est en train de faire un plaidoyer pour dire de toute façon, j'ai pas d'autre choix pour redonner un peu de projet d'avenir à mon territoire, de passer vers de l'économie d'énergie, des énergies vertes, etc. Et donc, je pense qu'il faut essayer de s'appuyer sur les acteurs qui, dans ces pays, montrent la voie de quelque chose de différent. Et les États-Unis sont suffisamment grands et suffisamment divers pour qu'on puisse s'appuyer sur cette autre partie des États-Unis aussi. Clémence Dumois, vous avez espoir dans ces grands acteurs que sont la Chine et les États-Unis à agir? Et est-ce que le reste du monde peut avancer si ces deux gros moteurs, aujourd'hui de la croissance, peut-être demain de la croissance verte, on l'espère, sont en panne? C'est une excellente question et je pense que là on touche du doigt le fait que se battre pour la justice climatique doit aller de pair avec la justice sociale et la préservation de la démocratie, que d'ailleurs Donald Trump a quand même essayé ou attaque assez lourdement. Et donc ce qui me donne espoir, c'est quand je vois tout le mouvement aux États-Unis qui a redoublé d'efforts pour résister
un mouvement de résistance face à Donald Trump. Et par exemple, vous parliez du fracking, donc du gaz de schiste. En réalité, les gens n'en veulent pas parce que ça détruit leur accès aux ressources, ça détruit l'eau, ça rend les gens malades. Un effet sismique, en tout cas. C'est un effet sismique, ça rend les gens malades. Donc ils s'organisent pour lutter contre ces projets. Et il y a des très beaux exemples de lutte contre ces projets avec des communautés amérindiennes, des communautés de travailleurs, de jeunes, etc. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aussi, ça s'attaque toujours, évidemment, aux plus faibles. Par exemple, tous les territoires qui sont protégés, qui vont être justement forcés par l'industrie et par l'administration. Et quand on voit, par exemple, Alexia Ocasio-Cortez, qui a mené la charge contre Exxon, qui est donc un des plus gros polluteurs de la planète, et dont on a prouvé qu'ils étaient au courant des tenants et des aboutissements du changement climatique depuis les années 70 et qui ont injecté des milliards dans le déni climatique qu'on paye encore à l'heure actuelle. Et donc quand je vois toutes ces campagnes qui mènent Exxon au tribunal pour qu'ils en payent le prix aujourd'hui, eh bien ça me donne espoir. Nous avons suffisamment de créativité pour détourner des forces qui nous conduisent vers le chaos, tout simplement parce que nous voulons vivre. Clémence Dubois, vous disiez à l'instant, la révolution verte est une question de démocratie. Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement qu'à l'avenir, on arrive à un tel stade que eh bien, la transition verte ne puisse être imposée que de manière autoritaire ? Alors déjà, je me demande quel serait le bien fondé d'une transition qu'on imposerait de manière autoritaire. En tout cas, les forces autoritaires aujourd'hui, ce sont celles du statu quo, donc qui se contentent de dire qu'il faut faire mieux qu'hier pour être à la hauteur, alors qu'il faut tout repenser tout simplement pour nous laisser une chance de pouvoir construire un futur possible. Et donc cette force d'inertie qui va protéger les petits intérêts de quelques-uns, ça me fait effectivement extrêmement peur, puisque à l'heure actuelle, des millions de personnes en payent déjà le prix de leur vie, de leur santé. Donc je pense que c'est... Et aujourd'hui, il faut le dire, on a une chance, on a les solutions, on sait ce qu'il faut faire, mais il faut s'attaquer aux vrais responsables. Aujourd'hui, on ne peut plus parler du dérèglement climatique comme si c'était quelque chose qui nous tombait dessus, alors que on sait par exemple que tous les projets fossiles qui ont été créés depuis la COP21 doivent tout simplement être fermés. Au moment où on injectera tout cet argent dans les solutions, dans la mise en place de réelles solutions, on sera sorti d'affaire. Et ce à quoi il faut veiller, c'est que ce soit fait de manière juste. À nouveau, je le répète, le combat pour le climat va de pair avec la justice sociale. Sébastien Treyer, comment est-ce qu'on le fait ça de manière juste ? On a bien vu la difficulté en France, encore une fois, au moment de cette taxe carbone. Et Moi, j'ai eu la chance de pouvoir interagir avec les citoyens de la Convention citoyenne sur le climat à quelques reprises. Et il y a quelque chose de très enthousiasmant, de citoyens qui sont convaincus qu'il faut changer quelque chose, qui sont convaincus qu'ils ont une part de la solution, mais comme le disait Clémence ou Marina, il y a aussi des éléments qui sont structurels, qui doivent changer, qui ne dépendent pas du choix individuel des citoyens. Et il me semble que là, on a dans ce type d'expérimentation démocratique des choses qui montrent à quel point il vaut mieux la démocratie qu'un régime autoritaire. Le régime autoritaire, il est tellement susceptible d'être capturé par un groupe d'intérêts qui aurait intérêt à garder le monde d'avant et des économies dépendantes des énergies fossiles. Je pense que mieux vaut la démocratie. J'ai l'impression de faire mon Allah El Aswami, l'Égyptien, qui disait mieux vaut la démocratie qu'autre chose. Et on voit bien que l'Égypte, c'est compliqué. Mais je pense que sur ce cas-là, il faut privilégier les expériences démocratiques. Et justement, on voit bien des citoyens qui aujourd'hui ont envie de se mobiliser, qui sont peut-être éco-anxieux, mais une grande partie d'entre eux se disent... Qui sont peut-être minoritaires, c'est bien ça le problème. Donnez-moi des choses à faire. Ouais. Non, ils sont pas... Enfin, je suis pas si sûr qu'ils soient si minoritaires que ça. Merci beaucoup, en tout cas, à vous, Clémence Dubois, à Marina Bertsch et à Sébastien Treyer. C'est la fin de ce débat.